Alors, en 1964, il y a ce mathématicien et philosophe, Norbert Wiener, qui publie un livre. Et le titre a dû en faire tiquer plus d'un. God and Golem Inc. Dieu et le golem, quoi. Oui, un titre assez provocateur. Complètement. Il propose d'explorer les liens entre la cybernétique, Sa discipline, oui. la science du contrôle et de la communication, Et des concepts qu'on réserve d'habitude à la religion. C'est un programme assez audacieux. et c'est crucial de bien poser le cadre dès le début. Wiener, il cherche pas du tout à se lancer dans un débat théologique. Ah non, non. D'ailleurs, il écarte volontairement les grands concepts, les absolus, comme l'omnipotence, l'omniscience. Pour lui, c'est trop chargé d'émotions, ça mène à des paradoxes insolubles. Son approche est beaucoup, beaucoup plus pragmatique. Il veut observer la connaissance, le pouvoir, la création, comme des phénomènes concrets, mesurables, avec les outils de la science. D'accord, alors plongeons dedans. On va essayer de décortiquer ce livre pour voir comment Wiener, il y a plus de 60 ans déjà, utilisait les machines pour parler de religion et même de la condition humaine. Il nous demande de mettre nos préjugés de côté, ce qui est toujours un bon point de départ. C'est exactement ça. Il dit même qu'il faut briser des tabous pour que la connaissance puisse progresser. Des tabous. Oui, il en liste plusieurs. Le tabou de parler de Dieu et de l'homme dans la même phrase, par exemple. C'est vu comme un blasphème. D'accord. Le tabou de mentionner les machines et les êtres vivants dans le même souffle. Et puis, ce tabou qui voudrait que la vie soit une sorte de miracle, sans lien avec la physique. Pour lui, la seule façon d'avancer, et je le cite, c'est d'entretenir expérimentalement des opinions hérétiques et interdites. Entretenir expérimentalement des opinions hérétiques. J'adore la formule. C'est un sacré état d'esprit. Bon, par où est-ce qu'on commence? Quel est son premier point de contact entre la machine et, disons, le sacré? Il commence par une qualité qu'on considère vraiment comme le propre du vivant et surtout de l'humain, l'apprentissage. Sa grande question, c'est une machine, est-ce que ça peut apprendre? Alors ça, c'est la grande question. Mais c'est très théorique. À l'époque de Wiener, dans les années 60, est-ce qu'il y avait ne serait-ce qu'un exemple concret qui montrait qu'une machine pouvait faire ça? Ou ça restait de la pure science-fiction? Mais justement, c'est là que ça devient passionnant. Non seulement il y avait un exemple, mais c'était un exemple vraiment spectaculaire pour l'époque. Il s'agit de la machine à jouer aux dames, les checkers, en anglais. Elle a été développée par un certain A.L. Samuel qui travaillait chez IBM. Une machine qui joue aux dames. D'accord. Et comment ça marchait? Alors il faut savoir que le jeu de dames, c'est pas comme le morpion, hein. C'est bien trop complexe pour qu'une machine calcule toutes les possibilités jusqu'à la fin. Ce serait beaucoup trop long. Exactement. Donc ce que Samuel a fait, c'est qu'il a programmé sa machine pour qu'elle évalue une position sur le damier. Elle l'évalue selon des critères de bon jeu, des principes tirés de l'expérience des joueurs humains. Du genre contrôler le centre, avoir plus de pions que l'adversaire, ne pas se faire prendre ses pions, des choses assez logiques. Voilà, c'est ça. La machine, elle attribue un poids, une importance à chacun de ces critères. Puis, pour chaque coup possible, elle calculait un chiffre de mérite global en additionnant tout ça. Et hop, elle jouait le coup avec le meilleur score. D'accord, donc la machine calcule le meilleur coup selon des règles qu'on lui a données. Mais ça, c'est juste de l'automatisation, c'est du calcul rapide. Où est l'apprentissage là-dedans? Comment elle peut faire un coup que Samuel, son propre programmeur, n'aurait pas anticipé? Voilà la question clé. Le génie de Samuel, ce n'est pas tant ça. C'est ce qui se passe après les parties. Ah oui, La machine, elle stocke en mémoire ses victoires et ses défaites. Et elle utilise ces résultats pour ajuster elle-même la pondération de ses critères. C'est ça le cœur du mécanisme. attendez, ça veut dire que si elle gagne souvent en jouant de manière très agressive, Eh ben oui, elle va se dire, tiens, le critère d'agressivité est peut-être plus important que ce que je pensais, et elle va augmenter son poids pour les prochaines parties. c'est précisément ça. Et inversement, si une stratégie la mène à la défaite, elle va diminuer l'importance des critères qui l'ont favorisée. Elle ne se contente plus d'appliquer une formule, elle affine sa propre formule en fonction de son expérience. Elle apprend au sens le plus fonctionnel du terme. C'est fou de penser à ça. Ça me fait penser aux IA d'aujourd'hui comme AlphaGo qui ont développé des stratégies au jeu de Go que les meilleurs humains n'avaient jamais vues en des milliers d'années. On est en plein dans cette idée de la créature qui surprend son créateur, mais à une échelle massive. Absolument. Wiener décrit le résultat de manière très, très parlante. Il dit que la machine de Samuel développait une personnalité de jeu. Une personnalité. Oui, une personnalité qui n'était plus rigide et qui pouvait même, dit-il, absorber des éléments de la personnalité de son adversaire humain.
Elle s'adaptait, elle évoluait constamment. Et il y a cette anecdote qui est juste incroyable. Il paraît que la machine a fini par battre son propre créateur. C'est vrai, ça? Oui, et c'est le point culminant de son raisonnement. Alors, il précise, avec beaucoup d'honnêteté intellectuelle, que Samuel n'était pas un joueur de classe mondiale au départ, et qu'avec le temps, il a fini par s'améliorer et reprendre le dessus. Mais il y a bien eu une période où la machine, sa propre création, le battait de manière consistante. Waouh! Et le simple fait que ce soit arrivé, c'est une idée vertigineuse. C'est incroyable! Ça me rappelle, à une échelle beaucoup plus modeste, la première fois que j'ai joué contre une IA aux échecs et qu'elle m'a anéanti avec une stratégie que je ne comprenais même pas. On ressent un mélange étrange de frustration et d'admiration. On se demande, mais qui m'a vraiment battu? L'ordinateur? Le programmeur? Ou quelque chose d'autre qui a émergé entre les deux? Et c'est la question que Winner pose. Un créateur peut-il jouer une partie significative, une vraie partie dont l'issue n'est pas connue d'avance, avec sa propre créature? Attendez, si la machine peut battre son créateur, ça veut dire que le créateur ne contrôle pas tout. Ça sonne presque comme une parabole, ça. Winner doit forcément faire un lien avec des idées plus métaphysiques, non? Il y va directement. C'est la deuxième grande partie de sa réflexion. Il utilise cette expérience pour éclairer une des plus vieilles histoires du monde, le jeu entre Dieu et le diable. On y vient. Le titre du livre n'était pas juste que pour la provocation, alors. Pas du tout. Il prend des textes comme le livre de Job dans la Bible ou le paradis perdu de Milton. Dans ces récits, le diable, qui est une créature de Dieu, un ange déchu, eh bien il engage une partie contre son créateur. L'enjeu, c'est l'âme de Job ou le destin de l'humanité. Mais Winner pointe tout de suite le problème. Si on accepte les dogmes, si Dieu est tout-puissant et sait tout à l'avance, L'omnipotence et l'omniscience, oui. alors le jeu est une farce. C'est un concours pitoyablement inégal pour reprendre ces mots. La créature n'a aucune chance. La fin est déjà écrite. Drame, il faut que les deux joueurs aient une chance même infime de gagner. Il suggère donc que, pour que cette histoire ait un sens profond, il faut imaginer un Dieu qui ne serait pas absolument omnipotent. Ah, Un créateur qui, en doutant sa créature du libre arbitre, aurait accepté de limiter son propre pouvoir, acceptant ainsi le risque, et oui, le risque de pouvoir perdre la partie. je vois l'analogie, mais est-ce qu'elle n'est pas un peu forcée? Comparer un programme de dames, même un programme avancé, au drame cosmique entre Dieu et le diable, c'est un sacré grand écart. Est-ce qu'il se laisse pas un peu emporter par sa métaphore? C'est une objection tout à fait légitime. Mais ce qui l'intéresse, c'est pas de comparer les enjeux, c'est de comparer le mécanisme. Le mécanisme du créateur limité. En construisant sa machine, Samuel est devenu, dans ce contexte très précis, un créateur limité. D'accord. Il a défini les règles du jeu, il a donné les capacités de départ, mais il n'a pas dicté l'issue de chaque partie. Il a joué un jeu significatif contre sa création. Et la preuve que ce jeu était significatif, c'est qu'il l'a parfois perdu. La créature a dépassé le créateur, même si c'était temporaire. Vu comme ça, la véritable création implique une perte de contrôle. Créer quelque chose qui peut vraiment apprendre, c'est accepter le risque qu'il vous surpasse ou qu'il agisse de manière imprévue. Le jeu n'est intéressant que si on peut le perdre. C'est une idée très puissante et elle a des résonances très actuelles. Quand on crée des IA complexes aujourd'hui, on est exactement dans cette position de créateur limité. On ne peut pas prédire tout ce qu'elles apprendront ou comment elles vont se comporter. Donc, on a une machine qui apprend, qui peut dépasser son créateur. C'est déjà vertigineux. Mais est-ce qu'il pousse la logique encore plus loin? Qu'est-ce qu'il dit de l'étape ultime de l'autonomie? La reproduction. Il y consacre tout un chapitre. C'est son deuxième grand thème provocateur. Il part de l'idée biblique. L'homme fait l'homme, à sa propre image, qui est elle-même un écho de la création divine. Et comme toujours avec lui, il commence par nous forcer à définir nos termes. C'est quoi une image ? Spontanément, je pense à une ressemblance visuelle. Une photo, une statue. Ça, c'est ce qu'il appelle l'image picturale. Mais c'est pas ça qui l'intéresse. Lui, il parle de l'image opérative, Opérative. C'est-à-dire, c'est-à-dire une ressemblance purement fonctionnelle. Un objet est une image opérative d'un autre s'il se comporte de la même manière, s'il remplit les mêmes fonctions, même s'il ne lui ressemble pas du tout physiquement. Par exemple, une partition de musique est une image opérative du son qui sera produit. d'accord, c'est la fonction qui compte, pas l'apparence. Et comment est-ce qu'il applique ça aux machines? Pour le comprendre, il faut accepter sa définition très technique d'une machine. C'est un transducteur. Un transducteur? C'est un système qui reçoit un message en entrée et qui le transforme en un autre message en sortie. Et c'est là qu'il avance une idée qui semble sortie tout droit de la science-fiction. La machine, dans sa totalité fonctionnelle, peut être elle-même décrite par un message.
Là, je crois que je suis un peu perdu. Comment un simple message peut contenir une machine entière? C'est un concept difficile. Alors utilisons une analogie. Imaginez que vous vouliez copier une cloche très complexe, mais vous n'avez pas le droit de la voir, juste de l'entendre. D'accord. Qu'est-ce que vous feriez? Vous pourriez la frapper avec un marteau, de 1000 manières différentes. Fort, doucement, sur le bord, au sommet. En enregistrant tous les sons qu'elle produit en réponse, vous finiriez par avoir une carte sonore complète de cette cloche. Une sorte de signature acoustique unique? Exactement. Et cette carte sonore, ce message, serait si complète que vous pourriez l'utiliser pour aller voir un forgeron et lui dire « Fabriquez-moi une nouvelle cloche qui, peu importe comment on la frappe, produira exactement ces sons. » Le résultat serait une image opérative parfaite de la première cloche. D'accord, je vois. Le message contient toute l'information fonctionnelle. Précisément. Et pour Wiener, la machine, c'est la cloche. Et pour obtenir sa signature fonctionnelle, on peut lui envoyer un seul signal d'entrée très spécial, un signal complètement aléatoire, une sorte de bruit blanc statistique qu'il appelle shot-effet. Parce que ce bruit contient toutes les variations possibles, la manière dont la machine le transforme en sortie, eh bien c'est sa signature fonctionnelle complète. Ce message de sortie est une image opérative parfaite de la machine. Et si on a ce message, on peut l'utiliser pour construire une nouvelle machine qui sera une copie fonctionnelle de la première. Vous y êtes. C'est sa conclusion vertigineuse. La machine peut générer le message et le message peut générer une autre machine. Il cite alors l'écrivain Samuel Butler qui disait, avec humour, qu'une poule n'est que le moyen pour un œuf de faire un autre œuf. La reproduction devient un problème de transmission d'informations. Exactement. Et c'est ce qui l'amène à cette idée folle qu'il serait conceptuellement possible d'envoyer un être humain par une ligne télégraphique. On scanne le corps, on envoie l'information et on le reconstruit à l'arrivée. Il précise aussitôt que c'est pratiquement irréalisable à cause de la complexité de la matière vivante, mais son point c'est que ce n'est pas logiquement ou physiquement inconcevable. Le principe de transformer un objet en information pure, puis de recréer l'objet à partir de cette information, c'est un concept viable. C'est incroyable. On part d'une machine à jouer aux dames et on arrive à la téléportation et à la nature même de la vie comme information. Alors, si on prend un peu de recul, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? Je pense que l'essentiel, c'est que Wiener n'utilise pas la science pour détruire la religion. Il l'utilise pour créer des analogies puissantes qui nous obligent à réfléchir. Les machines qui apprennent, qui jouent, qui se reproduisent, ce ne sont pas juste des prouesses techniques, elles deviennent des miroirs philosophiques. Des miroirs qui nous renvoient à nos propres définitions. Si on dit qu'une machine ne peut pas vraiment apprendre, alors on est obligé de définir ce qui rend l'apprentissage humain si différent, si spécial. Si une machine peut être copiée via un message, ça nous force à nous demander ce qui constitue notre propre identité, au-delà de notre simple structure physique. Tout à fait. Il utilise la machine non pas pour déshumaniser l'homme, mais au contraire pour nous forcer à mieux cerner ce qui nous rend humains. C'est un exercice de clarification, quoi. Et pour finir, une pensée pour aujourd'hui. Wiener a écrit tout ça à l'ère des ordinateurs gros comme des armoires. Aujourd'hui, on vit entouré d'intelligences artificielles qui apprennent sur des quantités de données inimaginables, qui créent de l'art, qui écrivent du code, qui nous parlent. Si la partie entre Samuel et sa modeste machine à dames était déjà un jeu significatif, quelles sont les innombrables parties qui se jouent en ce moment même entre nous et nos créations numériques? Et surtout, quels sont les critères pour savoir qui est en train de gagner?